Alors merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation pour participer à la première table ronde de l'Université d'été du MRC, dont je vais retrouver tout de suite l'intitulé. Je vous prie de m'excuser. C'est le trac. Transformer l'euro pour sortir la nasse économique. C'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai des problèmes de mémoire. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai invité ? Pour des raisons très simples. D'abord parce que Philippe Murer a coproduit avec Jacques Sapir une étude que la Fondation Res Publica a éditée, qui s'appelle « Les scénarios de dissolution de l'euro », qui est disponible sur Internet et dont vous pouvez vous procurer des exemplaires sur le stand de la Fondation Res Publica. Alors évidemment, on va parler de cette étude, mais pas uniquement, avec Philippe, qui est un bon observateur de la situation économique, Jean-Luc Gréau, qui est à ma droite, qui est l'auteur dernièrement de ce petit livre, qui est directement sorti en poche, La Grande Récession, chez Folio, qui est également un analyste économique redouté et que nous lisons avec plaisir, qui intervient régulièrement à la Fondation Res Publica. Et enfin, Yves Le Hénaff, que vous connaissez bien, qui est l'un des piliers de la Fondation, économiste bancaire, est-ce que je peux te présenter comme ça ? Voilà. Et donc un très bon connaisseur, évidemment, de la situation de nos banques, mais également de la politique monétaire et donc de notre débat sur l'euro. J'en profite, pour ne pas l'oublier, pour mentionner le livre très intéressant de notre camarade Bruno Moschetto, que je salue, qui est au premier rang, chez Arnaud Franel, qui s'appelle « Tout savoir ou presque sur la face cachée de l'euro » et qui est préfacé, excusez du peu, par Jean-Pierre Chevènement. Voilà. Donc ce livre est également disponible à la librairie et je vous invite à vous le procurer. S'il n'en reste plus, puisque je ne doute pas que les exemplaires partiront, il faut l'acheter sur Internet ou le demander directement auprès de Bruno. Alors je vous propose de commencer par une intervention de Jean-Luc, à qui je vais demander de dresser finalement un tableau d'ensemble le plus synthétique possible de la situation, de la manière la plus pédagogique pour que tout le monde puisse saisir de quoi il retourne. Et ensuite, je donnerai la parole à Philippe qui pourra présenter une partie de l'étude. Et puis Yves, Dominique aura l'occasion de s'exprimer. Jean-Luc ? Alors, je vais faire encore une fois un peu d'histoire, parce que pour arriver à la situation que nous connaissons, il faut savoir ce qui s'est passé. Non pas que je parte de l'hypothèse que vous êtes ignorant et que vous n'avez pas essayé de réfléchir à partir de toutes les données dont vous disposez, mais parce qu'il y a des choses finalement assez simples et qui expliquent mieux que tous les commentaires médiatiques ce qui s'est passé depuis le lancement de la monnaie unique. Alors, je vais partir d'une anecdote. Un fonctionnaire de Bruxelles, de la direction des affaires monétaires, un Irlandais, a écrit en 1997 un livre intitulé « The Rotten Roots of the Single Currency », les racines pourries de la monnaie unique. Voilà qui était étonnant de la part de quelqu'un qui était supposé accompagner le mouvement. Alors, ce garçon a été promptement évincé de ses fonctions et il n'a même pas pu rejoindre son bureau pour récupérer ses affaires personnelles. Alors, mais ça veut bien dire une chose, c'est qu'il y avait quand même des personnes qui étaient assez perplexes et dubitatives sur les perspectives de la monnaie unique. Alors moi, je vais vous rappeler simplement, donc 1999, on introduit la monnaie unique. 2002, on commence à distribuer les espèces, c'est-à-dire la monnaie unique, dans la circulation intérieure. Bon. Alors, une observation préalable, on prend beaucoup de monde au départ. Grèce, Portugal, Espagne, Irlande et même Finlande, mais la Finlande, comme vous le savez, n'est pas un pays en difficulté au sein du système. Bon. Donc le pari est audacieux dès l'origine, en fonction même de l'hétérogénéité de la zone qu'on constitue dès le départ. 10 pays et 11 monnaies, puisqu'il y a une monnaie qui concerne 2 pays, c'est le franc belgo-luxembourgeois, qui va être incorporé dans l'euro. Alors moi, je suis à Sciences Po, donc je fais deux parties. La première partie, c'est le processus. La deuxième partie, c'est le séisme, c'est ce dont a parlé Julien, et la situation déplorable que nous connaissons. Alors, le processus, alors je vais partir d'une formule paradoxale. L'échec de la monnaie unique procède de sa réussite. Alors, je renvoie à un article écrit au moment même de la campagne de ratification du traité par Jacques Delors et Raymond Barre, qui ont co-signé cet article il y a plus de 20 ans. Ils disent, parmi les innombrables arguments qui ont été donnés en faveur de l'unification monétaire, ils en sélectionnent un
et c'est l'argument déterminant. La monnaie unique va offrir à tous les pays de la zone les conditions d'emprunt favorables dont disposent les pays les plus solides, et nous pensons immédiatement, bien sûr, à l'Allemagne, aux Pays-Bas. C'est un pari audacieux, et on pourrait penser qu'il était voué à l'échec. Je fais remarquer au passage qu'on renverse l'ordre des facteurs. Normalement, la convergence des conditions d'emprunt des pays, des banques, des entreprises procède de la convergence économique. La convergence financière découle de la convergence économique. Quand les appareils de production se renforcent, eh bien, les agents économiques représentatifs de ces appareils de production bénéficient de meilleures conditions d'emprunt. C'est ce que nous dit l'économie orthodoxe à cet égard. Eh bien, la monnaie unique est basée sur un processus inverse. C'est la convergence financière et la capacité de donner aux agents économiques d'emprunter à bas coût qui va permettre la convergence économique. Mais c'est essentiel pour comprendre ce qui a pu se passer. Alors le problème est simple, c'est que ça a parfaitement réussi. Entre 2002 et 2007, on assiste à une convergence financière extraordinaire. Les États, les banques, les entreprises, les particuliers de tous les pays concernés peuvent emprunter aux mêmes conditions que nos amis allemands. Et même, je peux vous donner une indication qui est anecdotique, certes, mais révélatrice. En 2006-2007, l'Irlande et l'Espagne empruntent un peu moins cher que l'Allemagne à la faveur de la prospérité qui semble les porter au nu. Bon. Alors ça, c'était essentiel pour comprendre qu'on a un processus complexe. Et au fur et à mesure que les années passent, tout ça entre dans l'oubli. Alors moi, je suis là aussi pour déterrer ce qui s'est passé dans le passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la suite ? Eh bien, les dettes ont gonflé, les dettes privées et les dettes publiques, de façon pratiquement indiscriminée dans la plupart des pays, et surtout dans les pays du Sud. Alors, je vais simplement récapituler les pays concernés par la crise, plus directement concernés. Alors, pour vous dire une chose essentielle aussi, il ne faut pas dire les pays du Sud. Il y a la Grèce, il y a l'Irlande, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Il aurait pu y avoir la France, d'ailleurs. Donc, chaque pays offre des traits particuliers. Il n'y a donc pas une crise des pays du Sud, il y a plusieurs crises des pays du Sud. Alors, la Grèce est assez simple, et c'est dramatique en même temps. C'est la crise d'un État clientéliste, radicalement clientéliste, et de contribuables fraudeurs. Bon. L'Irlande, c'est entièrement différent. C'est la crise provoquée par des banquiers dévoyés, qui ont fait des folies. Et on reviendra, si vous voulez, sur cette chose. Le Portugal, c'est un peu plus compliqué. Encore, ce pays s'est surendetté, ses particuliers sont surendettés, et surtout ses entreprises sont endettées. Les entreprises portugaises sont les plus endettées de toute l'Europe. Et normalement, elles sont insolvables. Bon. Et pourquoi elles se sont surendettées ? Dans un système trop fragile, parce que l'économie portugaise est trop fragile pour supporter l'inclusion dans la zone euro. L'Espagne, c'est encore autre chose, un surendettement des particuliers et aussi des entreprises. Après les entreprises portugaises, les entreprises espagnoles sont les plus endettées d'Europe. Et elles ont bien entendu bénéficié des conditions favorables offertes par l'euro. Je rappelle qu'entre 2002 et 2007, le rythme du crédit espagnol était le double de celui de la zone euro, 25% par an d'augmentation annuelle. Bon. Alors, et ça a créé, tout le monde connaît aujourd'hui les effets du krach immobilier, mais qui bizarrement n'a été vu que par très peu de personnes. Alors je débouche maintenant sur le troisième aspect de cette entrée, c'est-à-dire qu'en même temps que nous avions une convergence financière, nous avons eu une divergence économique. Alors on vous parle toujours des dettes publiques, du déficit public, éventuellement du solde commercial, mais dans chaque phase décisive de l'histoire, vous avez toujours un paramètre déterminant et qu'il faut isoler. Quel est le paramètre déterminant de la divergence économique des pays de la zone euro? Un courageux? Philippe Hurer?
L'inflation, non. Le plus déterminant, c'est le coût du travail. Bon. Pendant la période de référence, les salaires augmentent, les coûts du travail augmentent de 20, 30, 40% dans les pays du Sud. Ils baissent de 15% en Allemagne et aux Pays-Bas. Ils augmentent de 7% en France, pays qui se situe dans une position intermédiaire. Cela détermine évidemment une destruction de la compétitivité des pays du Sud et un renforcement, une surcompétitivité des pays du Nord, qui est là, qui est installée dès 2007. Alors que des pays comme l'Espagne, l'Irlande, voire le Portugal affichent, et même la Grèce, affichent une prospérité apparente. Non. Mais là, la crise est là, elle est installée. Et le problème est de savoir pourquoi, et c'est la première question qui va conclure ma première partie, pourquoi les marchés ont fermé les yeux sur cette situation de divergence jusqu'à la révélation grecque. Les marchés financiers, c'est-à-dire les opérateurs, les prêteurs et les traders. Bon, ceux-là ont entériné la convergence présumée des pays au sein de la zone euro. Pourquoi l'ont-ils fait? Question essentielle. Deuxième question essentielle, pourquoi les magistrats, les autorités, les magistrats de Bruxelles, de Francfort, eux-mêmes ne se sont-ils pas mobilisés à partir de la divergence des paramètres que je viens d'indiquer? Mais alors, cette deuxième question est soluble. La réponse est dans la première question. Si les marchés financiers vous accordent un crédit impeccable, à Bruxelles et à Francfort, on considère que vous êtes impeccable. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc il y a cette référence des marchés financiers qui est essentielle pour comprendre la mobilisation des autorités publiques à l'échelon européen. Alors, maintenant j'arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire le séisme que nous connaissons, et le pétrin dans lequel nous avons été projetés. Alors, on a connu quand même la grande crise économique et financière de 2008-2009. Elle n'est pas européenne à l'origine. Rappelons qu'elle est américaine, qu'il y a une grande crise de la construction américaine, une grande crise des marchés immobiliers, une grande crise du marché hypothécaire, qui est assez sommairement résumée par crime du subprime rate. Ça va au-delà de ça. Néanmoins, c'est une crise venue de l'extérieur qui a ébranlé l'Europe. Et je remarque au passage que l'euro n'a pas joué le rôle de bouclier qui lui avait été assigné. Ce n'est pas une digue qui pouvait empêcher le tsunami de la crise bancaire américaine d'arriver jusqu'aux banques européennes. Et nous avons vu d'innombrables faillites à partir de 2007 et 2008. Donc, nous avons une crise économique, mais ce qui se déclenche à partir du février 2010, c'est-à-dire révélation de la crise grecque et de sa gravité, c'est la divergence financière. Nous avions eu la convergence financière entre 2002 et 2007. 2010-2012, les taux d'intérêt s'écartent, le spread, comme on dit, s'écartent violemment. Les États, les banques, les entreprises, les particuliers des pays de l'Europe du Sud sont contraints d'acquitter des conditions d'emprunt extrêmement sévères. Et évidemment, le crédit se retourne et se contracte. Donc, convergence financière, divergence économique, puis divergence financière. J'espère que je ne suis pas trop compliqué et que vous comprenez très bien ce que je dis. Voilà. Alors, je vais essayer de synthétiser au maximum le résultat de cette opération, de ce processus. La faillite de l'État grec a ruiné l'économie grecque. Les politiques d'austérité non dosées, non ciblées, ont détruit la demande locale et la Grèce doit afficher aujourd'hui au moins 20% de chute de sa production en l'espace de 3 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas une récession, c'est une dépression au sens économique du terme. Bon. La faillite des banques irlandaises a ruiné l'État irlandais. Avant la crise, l'Irlande était, avec le Luxembourg, le pays le moins endetté, enfin le trésor public le moins endetté de la zone euro, et même d'Europe, 25% du PIB. Aujourd'hui, l'endettement de l'État irlandais doit se situer entre 115 et 120% du PIB. Il n'a plus que quadruplé, presque quintuplé, pour 2 raisons. Une dépression économique, mais aussi la faillite des banques, secourue de façon extrêmement imprudente par l'État irlandais, qui a consenti 62 milliards d'euros pour sauver ses banques, dans un pays de 4 400 000 habitants. Faites le calcul sur un pays comme la France. Bon.
Alors, donc, troisièmement, la faillite de l'État portugais, c'était également accompagné de la ruine de son économie. C'est, après la Grèce et l'Irlande, le pays d'Europe qui a subi la récession la plus sévère. Bon. Avec un taux de chômage de 18%, j'y reviendrai tout à l'heure, et aussi cette situation très préoccupante des entreprises portugaises qui sont surendettées. La faillite de l'immobilier espagnol a ébranlé tout le système économique, public et privé. L'État, l'État espagnol avait une dette publique de 35% du PIB en 2007. Et il était excédentaire. Il avait un excédent budgétaire. Bon. Il est aujourd'hui largement déficitaire, aux alentours de 7% du PIB. Mais surtout, sa dette publique a rejoint à peu près 80% du PIB. Bon. Tandis que ses entreprises et ses particuliers sont très endettés. Bon. Enfin, l'Italie, eh bien, elle a connu la récession la plus forte depuis 1862, plus de 8%. Alors 1862, c'est la suite du Risorgimento et de l'unification italienne. Et il y a une crise économique violente, mais l'Italie, même au temps de la dépression des années 30, n'avait pas connu une chute de l'activité aussi importante. C'est pas moi qui le dis, c'est la Confindustrie, c'est-à-dire le patronat italien qui a fait le calcul. Bon. Alors vous voyez, la situation est extrêmement préoccupante. Alors, destruction de l'emploi productif un peu partout. La Grèce a un taux de chômage de 27% qui continue à s'accroître, même pendant la saison estivale. Bon. L'Irlande est à 13%. Le Portugal est à 18%. L'Italie est à 12%. L'Espagne à 26%, 55% pour les jeunes quand même. Et en France, 700 000 emplois ont été détruits. Il faut quand même rappeler de temps en temps la situation de notre pays. Bon. Je voudrais indiquer au passage que tous ces pays où l'emploi a disparu, où s'est évanoui, sont aussi et où le chômage a explosé, sont des pays de faible fécondité. Irlande, pas l'Irlande, mais l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Italie n'ont pas d'enfants, ou très peu. Autrement dit, les classes qui entrent sur le marché du travail sont plus maigres que celles qui en sortent, ce qui réduit l'impact sur le chômage statistique. Bon. En Allemagne aussi, me direz-vous, mais on l'oublie ça. Mais vous voyez bien que l'effondrement de l'emploi est historique, il n'a pas de précédent depuis la guerre, et c'est peut-être le premier point d'affliction, si vous voulez, dans la situation actuelle. Bon. Alors, maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu un critère qui avait été déterminant dans la phase favorable apparemment favorable de l'installation de l'euro, c'était le coût du travail, la divergence des coûts du travail. Et il y a un critère qui est déterminant dans la situation actuelle pour les économies de la zone euro, et pas seulement pour les économies du Sud, mais pour celles du Nord. Et la France, bien entendu. Quel est ce critère? C'est l'investissement des entreprises. Cet investissement s'est effondré pendant cette période, affaissé ou effondré selon les pays. On vous parle du chômage, c'est essentiel. Mais du point de vue de la capacité économique, en Grèce, on a à peu près 60% de baisse, par rapport à un niveau qui était peu élevé. En Espagne, à peu près de 40%. En Italie, près de 30%. En France, 12-14%, je ne sais plus. Mais enfin, une chute importante. Même l'Allemagne n'investit pas énormément. Vous voyez donc, là, il y a un problème préoccupant. Si nous ne parvenons pas à remonter très fortement le taux d'investissement pour nous rapprocher seulement des niveaux d'avant la crise, qui n'étaient pas mirobolants, nous sommes cuits. Alors n'écoutez pas la ritournelle sur la reprise qui devrait arriver dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois. C'est ça le critère. Si on vous annonce demain que l'investissement repart au rythme de 10-15% l'an, là vous dire il y a une motif d'espoir. Sinon, on ne s'en sortira pas. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop accablé de mes considérations. Alors ma conclusion, c'est quand même que j'ai oublié une question importante qui est la parité monétaire de l'euro sur le marché d'échange international. La montée, les deux périodes que j'indique sont des périodes où la parité de l'euro n'a cessé de s'accroître. Quand George Bush, le fils, s'installe à la Maison-Blanche en janvier 2001, l'euro est à 0,82 $, un niveau historiquement bas. Il est monté jusqu'à 1,60, il est aujourd'hui entre 1,30 et 1,35, un niveau qui est incompatible avec la prospérité des pays les plus fragiles. Bon. Et c'est le cœur du problème que va développer sans doute Philippe Murer à l'instant. Bon, alors, ma conclusion, c'est que l'installation de l'euro a été
le contresens économique le plus radical depuis le rétablissement de l'étalon or en 1926. Merci. Merci Jean-Luc. Philippe, je te donne la parole. Je crois que tu as une présentation aussi. Oui, tout à fait. Je remercie d'ailleurs la personne de la vidéoprojection de m'avoir aidé à mettre en place. Ça ne sera pas toujours parfaitement lisible. On va regarder quelques graphiques parce que je voudrais expliquer effectivement comment on pourrait sortir de l'euro, de cette nasse économique. Alors, Jean-Luc a très bien présenté ce qui s'est passé, ce qui a créé cette crise. Donc, c'est cette divergence des inflations. Il y a eu 20% d'inflation sur 13 ans en Allemagne, 50% en Grèce. Qu'est-ce que vous faites? Vous payez, si vous voulez augmenter les salaires juste pour que le pouvoir d'achat soit équilibré, les Grecs ont 30% d'augmentation de salaire en plus que les Allemands. Les entreprises partent de Grèce et elles vont en Allemagne ou dans d'autres pays où ça augmente moins. Or, ce thème de l'inflation est évidemment très important parce que l'inflation, on ne pourra pas vous l'expliquer avec Jean-Luc, avec Jacques Sapir, avec qui on discute de ça, mais l'inflation est différente selon tous les pays. Et ça représente l'ordre économique, l'ordre social, la façon dont les relations sociales, politiques s'organisent. Et c'est le cœur du peuple. Et donc, effectivement, en Allemagne, on peut vivre avec 1% d'inflation. Essayez de faire vivre des Grecs avec 1% d'inflation, ils n'y arriveront pas. Vous les détruisez. Donc voilà ce problème de divergence du coût du travail. Alors, juste maintenant, les politiques d'austérité depuis 2010, qu'est-ce qu'elles ont donné? Alors, je vous ai fait un rapide tableau d'analyse. On voit, pour voir quel est le résultat des politiques d'austérité. On voit que le PIB, en 2010, il est parti de 2% de croissance. On est ensuite, en 2011, descendu à 0,9 avec le début des politiques d'austérité en Grèce. Ensuite, on est tombé à moins 0,9 en 2012. Et là, on est autour de 0 en 2013. Et alors, qu'est-ce qui a créé ce côté négatif dans le PIB? Alors, on voit en rouge ce qui est négatif. Et là, je rejoins tout à fait Jean-Luc, on voit l'effondrement de l'investissement. Il contribue à moins 0,8% à la croissance. Vu son poids, ça veut dire qu'on a des baisses d'investissement de 8%. La consommation des ménages est négative aussi. Ben, c'est normal, on plombe les ménages d'impôts. On enlève des politiques de redistribution qu'on peut juger utiles ou pas. Moi, je les juge utiles, mais des gens ne les jugent pas utiles. Mais elles distribuent de l'argent qui crée de la richesse derrière de la consommation. Donc tout ça est négatif. Donc qu'est-ce qui a sauvé l'euro de ne pas être en dépression? Parce que là, vous avez l'impression que ça va mal, mais finalement, ça serait allé beaucoup plus mal sinon. C'est le commerce extérieur de la zone euro. On est passé de 100 milliards de déficit de la zone euro avec l'extérieur à 400 milliards d'excédents. D'accord? Donc ça représente, c'est ça qui a créé la croissance. Sinon, vous auriez eu une récession de 2% et en fait, avec les effets de seconde ours, de 3 ou 4% en 2012. Mais ces 400 milliards qu'on va chercher d'exportation en plus de la zone euro vers l'extérieur et d'importation en moins, on est en train de flinguer d'autres pays. Vous avez vu qu'il y a le problème de l'Inde. Ça ne s'est pas passé avec les États-Unis. Les États-Unis s'en sortent pas mal pour différentes raisons. Mais en fait, ces 400 milliards, on est allé les chercher avec les autres pays émergents. La crise de la zone euro, ce commerce extérieur, ces exportations qu'on cherche et ces importations qui baissent, c'est en train de faire mal à la Turquie, à l'Inde, à la Chine. Et c'est pour ça qu'on a une croissance extrêmement faible dans les pays émergents. On n'est plus du tout dans le monde d'avant. 1% de croissance en Russie, 2% au Brésil, 3 ou 4% en Inde, et la vraie croissance en Chine, elle est à 3%. Même Goldman Sachs et UBS disent que toutes les statistiques chinoises sont truquées de plus en plus. Elles ne sont pas cohérentes. Donc on n'a plus de croissance dans les émergents, et c'est dû à ça. En tout cas, vous voyez bien qu'on ne peut pas s'en sortir. Et puis alors, quelque chose que je ne comprends pas, la consommation des administrations publiques qui reste stable, alors qu'on a des politiques d'austérité dramatiques en Espagne, en Italie, qui ne sont pas des petits pays, Portugal. Et même en France, on voit qu'on n'arrête pas de vouloir réduire la dépense publique. En tout cas, c'est relativement stable et ça contribue à zéro à la croissance. Alors si on peut passer donc, au deuxième, pour résumer ce que je viens de vous dire, c'est quoi les politiques d'austérité finalement? Donc voilà le cercle des pressions qu'a demandé la Commission européenne et l'Europe en général. Vous faites de l'austérité. Donc vous demandez aux gens de baisser les salaires, vous augmentez le nombre d'heures de travail pour le même prix en Espagne, ou alors vous faites augmenter la TVA, donc forcément vous faites baisser la consommation, vous augmentez les impôts, donc toute cette politique d'austérité, vous allez recevoir votre feuille d'impôt bientôt qui a augmenté, même en France malheureusement, parce qu'on a des problèmes de dépenses publiques quand on fait de l'austérité, et bien vous allez faire une baisse de la consommation, les gens ont moins d'argent pour consommer. Cette baisse de la consommation, elle crée une baisse de l'activité des entreprises, parce que la consommation, il y a des entreprises du pays qui fabriquent, essentiellement. C'est 70%. Derrière, si vous avez une baisse de la consommation, une baisse de l'activité dans l'entreprise, vous n'avez forcément pas de rentrée fiscale.
moins de rentrée de TVA, moins d'impôts sur les sociétés, moins de gens embauchés, donc moins de cotisations sociales. Vous allez avoir des problèmes de retraite aussi, sur les caisses de retraite, sur la sécurité sociale. Voilà. Vous avez des cotisations, des rentrées fiscales qui sont en baisse forte. Vous avez aussi, bien sûr, en parallèle, une hausse du chômage et une faiblesse, voire une baisse des salaires. En Espagne, on est parfois, sur certains secteurs, à 10%. Tout ça fait que vous n'avez pas de réduction des déficits, puisque vous n'avez pas de rentrée fiscale. Comme vous n'avez pas de réduction des déficits, l'année d'après, la Commission européenne vous dit il faut de nouveau réduire votre déficit, que vous n'avez pas réussi à réduire. Et vous refaites un tour d'austérité. Et vous pouvez continuer comme ça jusqu'à à tuer les pays. En Espagne, pour vous dire, quand on a commencé en 2010, il y avait 9% de déficit public. On est resté à 9% en 2011, 9% en 2012, et on est, les derniers chiffres, à 9% en 2013. Donc on a demandé tous ces sacrifices au peuple, pourquoi? Pour rien. Voilà. Donc l'austérité ne résout pas le problème. L'autre problème, c'est qu'on est en Europe, on est censé avoir une stratégie coopérative. Or, c'est une stratégie qui est absolument non coopérative. Parce que quand vous faites ça, vous affaiblissez votre pays, vous l'appauvrissez, mais vous affaiblissez aussi tous les autres pays de la zone euro. Donc elle n'est pas cohérente avec l'idée européenne d'être coopératif, puisque vous avez tué l'économie des autres pays de la zone euro. L'autre chose que je veux bien signaler, c'est que vous sentez qu'on est en récession. Mais l'économie mondiale, globalement, on est dans un cycle de croissance depuis 2009, comme il y a eu un cycle de croissance de 2001 à 2007. Donc on est au 5e année de croissance, 2009-2013, 4e année. Et ça va très très mal en zone euro. Qu'est-ce qui va se passer quand le reste du monde va tomber dans une phase d'affaiblissement et de récession, comme ça a eu lieu en 2007-2008, comme ça a eu lieu en 2000, donc à peu près tous les 6 ans. Donc ça aura lieu fin 2014, début 2015. Il n'y aura plus aucune chose pour rattraper la zone euro. Là, on sera dans des récessions de 3, 4, 5%, ça sera panique à bord. Donc voilà toute la problématique. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais on est en cycle de croissance mondiale. Et nous, on est en récession. Donc imaginez, quand tout le monde sera en récession, ce qui va se passer. Dernier petit graphique sur la situation actuelle, et après on passe au livre. Regardez, depuis juin 2000, donc à le moment où on a distribué la monnaie unique, elle est devenue faite, qu'est-ce qui s'est passé sur les ventes de détail? Alors là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes quand même pas très bien informé par les médias classiques. Parce que ça, c'est les statistiques d'Eurostat. Regardez la courbe noire de l'eurozone, donc qui représente tous les pays. Il y a eu 0 croissance des ventes de détail. 0. Pourquoi il y a eu 0? Alors en France, on est gâté. Hein. En orange, on a eu 30% de croissance des ventes de détail. Donc en fait, c'est la France qui a tiré les ventes sur les 4 grands pays. Il n'y a qu'en France où il y a eu de la croissance de la consommation. Sans cette croissance de la consommation, vous n'avez pas de croissance tout court dans une zone. Regardez l'Allemagne. Elle est en bleu. Vous le saviez que vous avez 0% de croissance des ventes de détail et de la consommation en Allemagne? 0%. Donc d'où vient la croissance? Elle vient uniquement du fait qu'on va l'attraper à l'extérieur. Mais quand vous la prenez à l'extérieur, c'est la personne à qui vous la prenez, par vos exportations et donc les importations du pays, qui en souffrent. Donc l'Allemagne, 0 croissance, tout est attrapé à l'extérieur. Et regardez la souffrance de l'Italie depuis qu'elle est entrée dans l'euro. Regardez la courbe verte. Ça n'a fait que décroître. On est, donc la ménagère met moins 18% dans son panier en moyenne en Italie. Sachant que la population ne décroît pas parce qu'il y a beaucoup d'immigration en Italie. Donc vous voyez que et ça s'accroît depuis la crise de 2008. Et donc derrière, l'Espagne a monté et maintenant elle s'effondre. Je veux dire, on a baissé, le panier de la ménagère a baissé de 30 ou 40%. Et donc, il n'y a que la France qui tient la croissance en zone euro. Si la France coupe la consommation en l'étouffant sous de la reprise fiscale, il n'y a plus rien. Voilà. Philippe, si tu permets, il faudrait quand même légèrement corriger ce graphique des évolutions démographiques. Puisque la France prend 10% de population en 10 ans, ce qui n'est pas le cas d'autres pays, même si ça ne remet pas en cause. Je suis d'accord, mais en Allemagne, en fait, il y a eu la population globale, elle reste stable. En Italie, ils ont fait choix, effectivement, ils n'ont qu'un enfant par femme, mais ils ont fait le choix de faire une immigration massive. Et en Espagne aussi. Donc je suis d'accord que ce n'est pas simple, mais en tout cas, de toute manière... même en Allemagne, en plus en Allemagne, il y a 200 000 personnes qui arrivent chaque année qui compensent la part. Donc je suis d'accord avec toi, Julien. Mais démographiquement, il n'y a pas une catastrophe dans ces pays, quoi. Surtout l'Italie qui a vraiment fait le choix de l'immigration. Voilà, donc ça, c'est important. Si la France, il n'y a plus de consommation, en zone euro, il n'y a plus de consommation tout court et il n'y a plus de croissance tout court. C'est terminé. Enfin, voilà. Alors je vais vous parler maintenant
Donc, si on peut passer à la slide d'après, même si elles deviennent moins importantes, il y en aura quelques-unes de graphiques que je passerai, mais on va laisser tomber. Donc, c'est le résumé du travail qu'on a fait pour Respublica, qui sont les scénarios de dissolution de la zone euro. Je remercie Respublica de nous avoir permis de faire ce travail avec Jacques Sapir, en collaboration avec Cédric Durand, de l'École des hautes études en sciences sociales. Donc la question, c'est que si rien ne change et qu'on continue dans ce cycle de destruction qu'on a vu, d'austérité, alors même si on va faire deux trimestres de croissance, ça ne change pas le fonctionnement global. Si rien ne change, on va avoir des problèmes économiques qui vont continuer. On va avoir des tensions dans les sociétés, entre les pays, on les voit, les tensions qui montent. Donc à un moment donné, on a le risque d'une dissolution de la zone euro. Est-ce que c'est un risque d'ailleurs ou un bien, vu que l'euro nous monte? Le problème, c'est comment est-ce que peut se faire cette dissolution de la zone euro? Donc il y a 3 scénarios. Il y a des gens qui parlent d'un scénario, on garde l'euro tout en s'en séparant. Donc on fait l'euro du Sud, l'euro du Nord. On verra les résultats. Donc dans l'euro du Sud, on met tous les pays du Sud, dont la France, qui sera le pivot. Et dans les pays du Nord comme l'Allemagne, la Finlande, la Hollande, etc. Ça, c'est un scénario. Un autre scénario, ça serait une dissolution contrôlée de la zone euro. Tous les acteurs se mettent autour de la table rapidement et on décide de la dissoudre ou alors de revenir à une monnaie commune, ce qui revient un peu plus ou moins au même. Donc on repasse à de l'euro-franc, de l'euro-lire, de l'euro-marque. Chacun retrouve une monnaie avec une parité déterminée. Par exemple, le franc baisse de 25-30% par rapport aux marques. Et cette parité déterminée, elle peut être révisable selon le commerce extérieur, éventuellement, si on le veut, tous les ans. Pareil pour l'Italie, pareil pour chaque pays. Autre chose, ça serait un éclatement. Quelque chose qu'on n'arriverait pas à gérer, une dissolution non contrôlée de la zone euro. C'est la dernière hypothèse, donc H3. Alors, j'ai une petite remarque à faire sur toutes les peurs qu'on nous fait sur le problème de la monnaie unique. Et il est évident que si l'euro éclate, ou l'euro est dissous de façon contrôlée, etc., on a un risque effectivement bancaire. Il y a des banques qui vont avoir beaucoup de mal. Donc, comme ça s'est passé en Irlande sur un autre problème, mais on ne sait pas tous les produits financiers qui circulent. BNP a une très grosse banque italienne avec des bilans, etc. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est très difficile. Personne n'a vraiment la cartographie et ne peut imaginer tout ce qui peut se passer. Mais s'il y a des faillites bancaires, c'est absolument pas un problème. Parce que s'il y a une faillite bancaire, même de BNP, qui est gigantesque, qui est une banque gigantesque dont le bilan représente 100% du PIB de la France, même s'il y a une faillite bancaire de cette banque, on peut toujours trouver des moyens. On ne va pas vous demander de payer des impôts pour sauver BNP à chacun d'entre vous et donc tuer la croissance. Ce qu'on peut faire, c'est nationaliser cette banque, la saisir, puisqu'elle est en faillite. Mais ça, je parle de n'importe quelle banque peut avoir ce problème et elles ne peuvent pas l'avoir. Hein. Mais on va saisir les banques qui sont en faillite et à ce moment-là les recapitaliser. Mais par qui? Pas par la poche de chacun, par la création monétaire. On peut reprendre en main notre monnaie. La Banque de France peut recréer de la monnaie pour recapitaliser jusqu'à un certain montant toutes les banques. C'est de la monnaie qu'on imprime. Je veux dire, il vaut mieux ça que de la prendre dans la poche des citoyens. Après, si les institutions sont trop pourries, il faut les faire tomber, mais ça, c'est beaucoup plus dangereux. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème avec la création de monnaie pour sauver des banques et les nationaliser. Après, si vous êtes du Parti Socialiste, peut-être que vous avez envie de les laisser publiques, ces banques. Et si vous êtes à droite, vous aurez plutôt envie de les laisser dans le privé, de les remettre dans le privé un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on peut les nationaliser avec de la création monétaire. C'est un instrument essentiel qu'on reprend quand on sort de l'euro. Alors, une autre chose qui montre quand même l'amateurisme parfois de certains dirigeants politiques, comme Nicolas Sarkozy, qui a expliqué que si on sortait de l'euro, la dette française doublait. Alors, il faut savoir que 85% de la dette française est en contrat de droit français. Ça veut dire que quand on change de monnaie, si on passe en francs, 85% de cette dette passe en francs. Donc, voilà. Donc, elle reste idem. Il y a une petite partie qui est en droit international où elle pourrait passer en euros, éventuellement. Mais 15%, même si le franc baisse, et ce qui ne sera pas le cas, de 20% par rapport à l'euro, ça fait une augmentation minimum de 3% du PIB, de la dette publique. Donc la dette publique n'augmentera pas avec la sortie de la France, de la zone euro. Là, on est dans le grand mensonge politique quand Nicolas Sarkozy disait que ça doublerait la dette française. Ou l'incompétence, on ne sait pas. Voilà. Et en plus, quand l'État reprend en main les choses, qu'est-ce qui empêche le gouvernement au pouvoir de dire la France sort de l'euro, par exemple,
par une dissolution, parce que tout est en train d'exploser. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de dire les obligations en euros des investisseurs seront taxées tellement fort qu'en fait, vous serez obligé de choisir les obligations, ou alors vous les mettez en francs, qui sont taxés beaucoup moins fort. Une fois que vous avez repris le pouvoir sur les événements par un pouvoir politique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va passer aux parités logiques. S'il vous plaît, si on peut passer le graphe page 7, qui montre les parités initiales avec le dollar des États-Unis et qui montre en fait aussi, donc dans les différentes hypothèses de la zone euro. Merci beaucoup. Donc on voit la France en bleu, l'Allemagne sera en noir, donc l'Allemagne se réévaluera de 15% par rapport au dollar et la France de 20% se dévaluera par rapport au dollar. Donc ça veut dire qu'on a un écart, la France dévaluera de 25-30% par rapport aux marques. On ne les a pas sortis du chapeau, c'est des études donc, de Nomura, de différents acteurs des marchés financiers qui ont sorti ces données. Elles nous paraissent tout à fait logiques. Des économistes les ont checkées. Après, peut-être que ce n'est pas 30% de dévaluation par rapport aux marques, ça sera peut-être 25, ça sera peut-être 35, mais l'ordre d'idée, il est là. Voilà. Et bien sûr, les pays du Sud, comme le Portugal, l'Espagne, dévaluent un petit peu plus que la France. Donc l'hypothèse H1, c'est l'hypothèse de dévaluation contrôlée, où on maîtrise. L'hypothèse H2, voilà, tout le monde au même niveau, pays du Sud, tout le monde au même niveau, pays du Nord. Donc l'hypothèse H3, c'est la dissolution incontrôlée qui fait que la dévaluation du change est plus importante et la réévaluation du marque plus importante. Ça ne change pas fondamentalement les données économiques qu'on obtient. Ça change les parités de 10%, les dévaluations ou réévaluations, mais ça ne change pas fondamentalement les données. Voilà. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment est fait le modèle. En fait, le modèle est hyper simple. On n'a pas voulu prendre un modèle complexe, d'ailleurs qui donne toujours des résultats faux. Donc, on est resté sur un modèle très simple. On s'est dit, on a une dévaluation, par exemple, de 25% en France, de 35% en Italie. Qu'est-ce que ça donne sur le commerce extérieur? Qu'est-ce que ça permet pour les exportations françaises? Qu'est-ce que ça va réduire pour les importations françaises? Inversement pour les autres pays. En fait, on a fait ce calcul et ça va nous donner une impulsion. Alors pour vous dire, avec Jacques, moi je le trouvais trop conservateur, c'est lui qui a raison, c'est normal, c'est le maître. Mais en fait, pour chaque exportation, pour 100 milliards d'euros d'exportation française en plus, 100 euros, on va dire plutôt, d'exportation française en plus, on a supposé qu'il y avait 50 euros d'importation, qu'il fallait importer 50 euros de pièces, etc. Donc c'est vraiment très, très conservateur ce qu'on a fait. L'autre chose, on a utilisé les élasticités de Patrick-Artus pour calculer ça. Donc une dévaluation de 25% donne une certaine augmentation des importations et des exportations. Donc là-dessus, on ne peut pas être critiqué d'avoir changé les choses. Patrick-Artus, très respecté, il travaille chez Natixis, et c'est un économiste de très bon niveau. L'autre chose, on a lissé sur 2 ans. Évidemment, on n'a pas dit que tout allait être répercuté sur la première année, la hausse des exportations. Donc on a dit sur 2 ans. À partir de ce moment-là, donc, on a calculé en France ce que ça donnait. Alors, approximativement, pour vous donner un exemple fixé dans l'esprit, en France, ça donne 32 milliards d'euros d'amélioration de l'excédent commercial. Donc, moins d'importation, plus de production sur place, plus d'exportation et plus d'exportation, plus de production sur place pour l'extérieur. Plus 32 milliards, ça fait 1,6% de croissance. Juste pour ça, juste pour ce paramètre-là, de la production. Mais pour faire cette production, il faut faire des investissements, les entreprises. Comme Renault, Peugeot. Parce que, imaginez-vous, Volkswagen, une voiture produite en France va devenir 25% moins chère qu'une voiture produite en Allemagne. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous êtes un fan de Golf, vous allez vous poser la question d'acheter une Golf ou d'acheter plutôt une Peugeot 308, vu l'écart de prix que ça va créer. Voilà. Et pareil pour les Allemands. Donc à partir de ces 32 milliards d'euros, il va falloir les créer par de l'investissement et puis par des salaires. Il va falloir un petit peu augmenter le nombre de gens qui travaillent, le nombre d'heures de travail, etc. Donc c'est 1,65% en fait d'impulsion. Vous créez 3,4% de croissance au global pour tout le pays sur l'année, ce qui est conservateur. À partir de ce moment, vous avez de la croissance. Alors, juste pour vous dire, je travaille avec aussi une autre institution qui s'appelle Pomon, avec des économistes français et allemands. Et on avait fait un modèle qui était un tout petit peu différent, mais on obtenait, nous, plutôt 4,5% de croissance pour la France. Voilà. Rappelez-vous que le Japon, qui était au fond du trou en fin d'année dernière, à moins 1%, avec une inflation négative, une production qui baissait, qui était pire que la zone euro, a dévalué de 30 ou 40% son yen, et là, la croissance est en train de repartir. Alors que le Japon, c'est un pays avec un vieillissement qui a des problèmes
terrible, même s'il a des atouts, parce qu'il a un vieillissement très très fort de sa population. Il n'a pas les atouts de la France là-dessus, même s'il a des atouts technologiques. Alors ces 3,5% de croissance, qu'est-ce qui nous amène en fait? Il nous amène des recettes fiscales supplémentaires. Parce que tout le monde le sait, quand il y a plus de consommation, il y a plus de TVA. Quand l'IS augmente, les entreprises sont plus profitables, etc. Il y a plus de cotisations sociales. Ça fait au minimum 30 milliards d'euros d'excédent, donc de croissance, de dépenses, de recettes fiscales supplémentaires pour l'État. Vous avez donc le déficit et la dette publique qui diminuent. Ça, on les calcule, c'est assez simple, hein, en prenant le taux de la dette, etc. Et vous avez un nombre d'emplois créés en France. Alors je sais qu'on ne voit plus que des destructions d'emplois depuis des années, donc on n'y croit pas, de 500 000 emplois. Ce qui correspond d'ailleurs à la très belle période de Jospin, où on avait parfois 300 400 000 emplois qui étaient créés par an, à l'époque où il y avait de la croissance en France. Et en Europe, tout à fait. On avait des croissances dans toute l'Europe, et en France aussi, on avait 300 400 000. C'est possible de le faire. Donc, où on voit dans l'hypothèse H1, donc, de dissolution contrôlée, l'effet sur la croissance. Donc, c'est des hypothèses conservatrices, hein, je vous rappelle. Donc sur la France, on voit qu'on part d'une richesse de 100, on arrive en 2 ans à une richesse de 106. Sur l'Allemagne, évidemment, ils ont le problème inverse, ils passent d'une richesse de 100 à une richesse de 98. Ils ont une baisse de 2% de leur croissance, de leur richesse. L'Italie s'en tire pas mal et l'Espagne comme la France. Et ceux qui s'en tirent le mieux, c'est les pays qui ont été le plus massacrés, qui sont la Grèce et le Portugal, qui ont aussi les plus fortes dévaluations. Alors, pour faire court, je ne vais pas vous montrer les résultats de H2 et H3, mais grosso modo, c'est la même chose. Alors on peut regarder le slide d'après, par contre, juste H2, pour vous montrer juste un effet de l'euro du Sud. C'est bien de vouloir faire l'euro du Sud, mais le problème, c'est que la France va devenir l'Allemagne de l'euro du Sud. C'est bien ça le problème. Donc c'est nous qui allons tuer nos amis espagnols et italiens. Parce qu'on voit que dans ce cas-là, la dévaluation n'est pas suffisante pour l'Italie et l'Espagne. Ils n'ont plus que 1,5% de croissance, quand pour la France, c'est identique. Et au fur et à mesure, la France ayant moins d'inflation, on va avoir des salaires plus bas que l'Espagne et l'Italie, plus de productivité, on va tuer l'Espagne et l'Italie. Je crois que la France est un grand peuple universaliste qui n'a pas envie de créer des machines pour détruire les autres peuples. Donc je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire ça. Alors continuons maintenant sur la dernière partie. Alors les taux d'inflation, le taux d'inflation, évidemment, quand on a en France, on arrivera à 4 ou 5% d'inflation. Ce qui n'est pas du tout un problème d'ailleurs, et ce qui rabote la dette publique passée. Alors, en plus de ça, vous en faites pas, l'État ayant la main sur la Banque centrale, etc., pourra contrôler les taux d'intérêt et faire que les taux d'intérêt n'explosent pas, à partir du moment où vous disposez de la Banque centrale. Ensuite, par contre, en revanche, l'Allemagne va être en déflation, en inflation négative de 2%, pas en déflation, excusez-moi, avec une baisse de la croissance. Ça va être dur pour tous les pays du Nord. En revanche, pour la Grèce et le Portugal, vu l'ampleur de la dévaluation, vu le fait qu'ils sont très dépendants de l'extérieur pour l'instant, même si ça va s'améliorer, on va se retrouver 14%, 15% d'inflation. Et là, si gèrent mal la situation, ils ont un risque de partir en inflation salaire-prix importante. On n'a pas ce risque en France, à moins de faire vraiment des erreurs énormes. Au Portugal et en Grèce, il faudra qu'ils gèrent intelligemment la situation. Mais de toute manière, est-ce qu'il vaut mieux un peu d'inflation mais pas 28% de chômage? Moi, je ne me pose pas la question, quoi, entre un peu d'inflation et 28% de chômage. Mais il ne faut pas qu'ils arrivent à une inflation qui s'emballe. Donc il faudra gérer, mais c'est tout à fait gérable. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, un baguette de pain, son prix était défini par l'État, quoi. D'ailleurs, elle a été multipliée par 6,5 depuis. Je ne dis pas qu'il faut y revenir, mais en tout cas, il y a des mécanismes, et on ne disait pas que la France était un pays communiste quand on avait quelques prix des produits de base qui étaient déterminés. Alors, dernière chose, alors, je vous enjoins à lire donc, le petit livre, parce que c'est trop long, je ne peux pas tout vous présenter les résultats, ça a été un énorme travail. Dernière chose, les conséquences pour la France. Eh ben, c'est le retour des marges de manœuvre, en fait. Et c'est le retour de la politique économique et de la République qui fait des choix. En fait, à partir du moment où on a ces 30 milliards d'euros de recettes en plus, on peut utiliser ces recettes pour en faire des choses intelligentes. On peut, par exemple, dire toutes les entreprises qui investissent, qui vont emprunter à 7 ans auprès de leurs banquiers, l'État leur garantit une bonification de l'investissement, parce que c'est quelque chose d'utile, de 2%. On a 30 milliards d'euros, on ne dit pas qu'il faut dépenser bêtement, mais il y a un sous-investissement en France. Est-ce qu'il ne faut pas le favoriser? Parce que l'investissement d'aujourd'hui, c'est quand même la production de demain, c'est notre compétitivité de demain. On voit bien que les entreprises françaises n'arrivent pas pour le moment à dépenser assez. Donc on peut soutenir l'investissement comme ça. On peut soutenir aussi la consommation. Franchement, on l'a trop fait. Moi, je ne pense pas que, même si je me sens de tendance de gauche,
On l'a fait beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut soutenir partout la consommation? C'est plus compliqué, mais ça peut être bien pour certaines catégories de population. Et surtout, mais il faut que ce soit au moins mixé avec du pro-investissement, puisqu'on en manque beaucoup. On a étudié aussi pro-réduction des déficits. Donc, on a étudié différentes possibilités de politique économique de la France. Voilà ce qui se passe. Donc, on fait notre dévaluation qui est autour de 30%, par la dissolution ou un euro qui est recomposé en monnaie commune, etc. Vous avez votre hausse des exports et des imports. Vous calculez une croissance, et la croissance qui arrivera sera autour de 3,5%. Vous avez un gain fiscal pour la France de 30 milliards d'euros. Maintenant, il y a deux choses. Il y a trois choses possibles, mais grosso modo, deux choses possibles. Soit vous voulez réduire absolument des déficits, soit vous essayez de réencourager cette croissance de 3% pour tout de suite et pour le futur. Si vous gardez, par exemple, sur les 30 milliards d'euros, l'État dit, bon, les rentrées fiscales sont très fortes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser 10 milliards et redistribuer 20 milliards d'euros en consommation, en différentes mesures. Ou alors en investissement, pour aider l'investissement, de différentes manières, par des prêts bonifiés, plein de choses. À ce moment-là, on sait qu'on a un multiplicateur budgétaire de 1,4. Donc ça veut dire que vous allez créer, à partir de ces 20 milliards d'euros, de la croissance supplémentaire. Vous allez pouvoir retrouver 5%. Alors ça paraît complètement fou, mais c'est juste la politique des 30 glorieuses, celle qui a permis, on fait de la dépense publique, mais intelligente, où on aide, l'État oriente, aide les prêts bonifiés à de l'investissement utile, la voiture électrique, plein de choses, de façon intelligente. Et c'est comme ça qu'on a fait de la croissance. Les 30 glorieuses, c'était fantastique. Nous, on fait l'inverse. On baisse la dépense publique, ça casse l'industrie, ça casse les emplois, ce qui casse le déficit. On est dans la logique inverse des 30 glorieuses. Moi, je pense qu'il faut en prendre... Je ne dis pas qu'il faut refaire l'histoire comme avant, mais prendre les bonnes choses qui ont été faites dans le passé, une période économique florissante. Il faut se poser des questions avec ses qualités et ses défauts. Donc là, en fait, on se rend compte qu'on peut booster la croissance pour avoir une croissance de 5% en France. Alors, je vais terminer parce que je n'ai pas trop de temps. Donc, la baisse du chômage, en fait, sur 2 ans, grosso modo, serait d'à peu près... selon les cas, de 800 000 à 1,5 million de baisse du chômage, de nombre d'employés en plus, parce que quand vous augmentez, vous avez 30 millions de personnes qui travaillent, on a supposé que si vous augmentez de 3% la croissance, en fait, vous avez, ou de 5% la croissance, vous avez 1,5% de gain de productivité, donc vous avez le supplément, 3,5% de croissance de la population salariée. C'est mécanique. Sinon, voilà. Sinon, ça serait... voilà. Et donc, vous avez une baisse du chômage. Alors, quels pays gagnent, quels pays perdent? Les pays qui gagnent à court terme, c'est en tout cas, et à moyen terme, ça va être les pays où on dévalue, ceux qui retrouvent leur compétitivité. Voilà. Quels pays perdent? Les pays du Nord, pour l'instant, et principalement l'Allemagne. Mais de toute manière, la situation ne peut pas tenir comme ça. Pour l'Allemagne, au bout d'un moment, elle sera entraînée par le fond, par les autres. J'ai une dernière chose à dire. Le crédit d'impôt compétitivité. C'est 30 milliards d'euros pour redresser la compétitivité des entreprises françaises, pour baisser les coûts du travail. Ça représente en fait 2,5% de leur valeur ajoutée. S'ils baissent les prix avec ce crédit pour aller attaquer les marchés export ou mieux se défendre contre les importateurs, c'est 2,5% de baisse des prix qu'ils font. Ce qui est quand même pas beaucoup. Et ça coûte 30 milliards. Vous allez le payer, chacun avec vos impôts, et tout le monde va le payer, les chefs d'entreprise, les ménages, etc. La dévaluation de 25% du franc, c'est 25%. C'est 10 fois plus. C'est l'équivalent de 300 milliards de crédit d'impôt compétitivité, sauf que là, vous n'avez pas besoin des débouchés de la poste de l'État. C'est là où est tout l'intérêt. Et sachez que l'inflation ne sera pas si forte que ça, parce que même dans nos hypothèses assez conservatrices, moi je trouve très conservatrices sur l'inflation, on arrive à 4,5%. Donc il ne faut pas avoir peur de changer la zone euro, soit en la restructurant en non-euro monnaie commune, avec le retour des monnaies nationales et des liens fixes. En fait, c'est l'ancêtre du SME, et de bouger chaque année selon la compétitivité, ou alors de le dissoudre. L'idéal étant un nouveau SME différent. Je vous remercie. Je vais terminer par des commentaires sur l'étude. Je voudrais commencer par analyser les réponses qui sont actuellement trouvées sur le plan institutionnel à la crise de la zone euro. D'abord, sur le diagnostic, je crois que Jean-Luc Réau était très clair. Le problème, c'est l'articulation convergence-divergence. On a fait le choix de faire des politiques économiques convergentes, des politiques monétaires uniques. Lorsqu'on fait une politique unique sur des économies qui sont différentes, on les fait diverger.
Si on veut faire converger les économies, il faut pratiquer naturellement des politiques économiques adaptées à toutes les structures différentes de la zone. Alors, ça a pris ça a pris la forme dans la zone euro avec le marché unique. On a eu une monnaie unique sur un marché unique, sans aucune barrière sur les flux commerciaux et surtout sur le capital, qui est un facteur travail qui détermine fondamentalement la capacité de compétitivité des pays. On a eu un mouvement naturel de spécialisation. L'intégration, la monnaie unique, ça signifie l'intégration, mais pas la divergence, ça signifie l'intégration des territoires, et l'intégration des territoires, c'est la spécialisation des territoires. On l'a vu en France sur l'histoire des 1000 dernières années, on l'a d'une façon beaucoup plus violente en Italie, avec la divergence entre l'Italie du Nord et le Médio-Giorno. On le voit en Allemagne avec l'opposition entre les Länder occidentaux et les Länder orientaux. Enfin, tout ça est connu, on l'a dit il y a 20 ans, et ça se réalise. Alors, il faut avoir à l'idée qu'il y a aussi une dialectique entre convergence sociale et convergence industrielle et financière. Depuis 2002, comme l'a dit Jean-Luc et Pierre, Philippe, les salaires ont beaucoup plus monté, et l'inflation aussi, dans les pays du Sud, les pays périphériques. Mais c'était aussi les pays où les salaires étaient les plus bas. Alors, on a eu un phénomène de convergence des salaires qui s'est traduit par une divergence des compétitivités. Et maintenant, tout le monde est content que l'Allemagne réaugmente les salaires depuis 18 mois, plus que la productivité. Il y a un vrai virage politique de Merkel par rapport à la politique de Schröder, comme le souligne d'ailleurs Guillaume Duval dans son livre, peut-être qu'il en parlera cet après-midi. Tout le monde est content, enfin, c'est très bien pour la croissance, c'est nécessaire pour la zone euro, mais on augmente les salaires qui sont les plus élevés dans la zone et on diminue des salaires qui sont les plus bas dans la zone. Et c'est en ça que la zone ne peut pas survivre. Enfin, la condition de survie de la zone, c'est l'accentuation des inégalités sociales. Alors, on le voit d'une façon très violente dans les chiffres de chômage. Ça, c'est l'indicateur le plus criant. Alors, on a fait le choix d'une convergence, d'une tentative de convergence budgétaire guidée par le pacte de stabilité. Hein. C'est une convergence un peu particulière de socialité, mais ça se traduit par une divergence fondamentale sociale. Alors, il y a aussi cette contradiction. Alors, ce n'est pas impossible que les mécanismes que je vais évoquer immédiatement amènent à donner de l'air, du temps, à la zone euro, parce que ça a déjà diminué les tensions financières, mais au prix d'accentuation des divergences sociales. Et on est condamné à arbitrer entre les divergences financières et les divergences sociales. Et si on pouvait faire la somme des deux, comme un indicateur physique d'entreprise ou je ne sais pas quoi, on s'apercevrait que fondamentalement, la structure de divergence de la zone s'accroît perpétuellement. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, il y a eu déjà une expérience assez analogue à celle qu'on vit actuellement. Ça date de 1865 avec l'Union latine. Alors, le premier pays à quitter l'Union latine était la Grèce dans les années 1890. On refait exactement la même chose. Hein. Alors, les mêmes politiques appliquées aux mêmes divergences, aux mêmes particularités structurelles des économies amènent les mêmes résultats. On n'y peut rien. Alors ça, c'est pour l'analyse. Alors après, les mécanismes de
des mécanismes de recherche d'appauvrissement des sanctions financières. Alors, d'abord, il y a le traité budgétaire qui est en réalité l'instrument coercitif d'application du traité de Maastricht. Enfin, c'est vrai que le traité, si on se place d'un point de vue purement juridique, on a signé le traité, on est engagé. La France a donné sa parole, hein, comme l'ensemble des pays, et les Allemands nous reprochent de ne pas tenir notre parole. Enfin, bon, ils ont quelques arguments pour le faire. On a signé. Hein. Et il n'y avait pas d'instrument assez coercitif pour imposer la rigueur de Maastricht. Alors, on a fait le pacte de budget. Tout ça, c'est dans la même logique et c'est cohérent sur le plan institutionnel. Alors, après ça, on a vu que ça accentuait effectivement les divergences. Alors, on s'est dit il faut créer des mécanismes de solidarité. Alors, l'idée française, c'est de faire des fonds européens qui prendraient directement en charge des charges financières. Alors, en réalité, on a créé des fonds alimentés par les États. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le MES, le mécanisme européen de solidarité, de stabilité, pardon, de stabilité. Et ce mécanisme est alimenté par tous les pays, il y a 700 milliards d'euros, mais c'est essentiellement une coopérative des surentités. Alors, si on fait une coopérative du surentité pour s'endetter, ça ne marchera pas très bien. De facto, le MES a une capacité d'intervention réduite à la partie qui correspond à la contribution de l'Allemagne, peut-être des Pays-Bas, peut-être de la France à la limite. Alors ça fait quand même beaucoup moins. On part du principe que le fonds dispose en réalité de 280 milliards, parce que s'il va au-delà, il commence à en réalité endetter les pays qui sont déjà très endettés. Alors ça c'est le mécanisme qui est très... qui ne fonctionne pas en réalité parce qu'on ne peut pas faire de coopérative d'États endettés. Et en plus, dans la logique industrielle que j'ai évoquée tout à l'heure, les Allemands tiennent à ce que la solidarité qui s'exprime ainsi financièrement soit accompagnée de mesures de retraitement des finances des pays qui font appel au mécanisme. Alors, d'où l'application l'aide conditionnelle du MES à l'application stricte du pacte de stabilité. Alors, ça veut dire qu'un État, pour demander l'aide, doit accepter une délégation de souveraineté au MES sur sa politique budgétaire. Ça revient à ça. Alors, ça ne conduit pas, parce que l'Espagne, par exemple, aurait eu tout intérêt à demander un appel au mécanisme de solidarité, ce qu'ils sont bien abstenus de faire. Ils ont eu raison, parce que ça ne les aurait pas dispensés. Enfin, en réalité, les conditions qui sont mises par MES sont équivalentes ou plus rigoureuses que celles qui débouchent des négociations directes avec les créanciers naturels, à l'origine de l'Espagne. L'Espagne a mené une politique très dure, mais si elle avait fait appel au MES, c'est pas sûr que la politique aurait été... c'est probable, l'analyse des dirigeants espagnols, c'est que la politique aurait dû être encore plus rigoureuse. Alors, c'est un mécanisme qui n'a pas fonctionné. Après, il y a le second étage de la fusée, c'est la Banque centrale européenne, qui a établi un programme qu'on appelle des opérations monétaires sur titre. Alors, c'est un programme où la BCE a annoncé qu'elle était prête à acheter sur les montants illimités les dettes des États arrivant à maturité dans les 3 prochaines années. Alors, il y a quand même une condition. La condition, c'est l'appel au MES. Et l'appel au MES est conditionné par le pacte de stabilité. Alors,
en réalité, on retombe encore sur le pacte de stabilité. Alors, troisième étage, du coup, le programme n'a jamais été mis en œuvre. Alors, troisième étage, c'est l'union bancaire, dont on parle beaucoup actuellement. Alors, l'union bancaire, c'était une fusée elle-même à 3 étages. Alors, il y a la supervision, c'est ce qui se met en place actuellement, qui n'apporte pas grand-chose en réalité. Il y a déjà une institution européenne qui fait une supervision. Ça, c'est un étage de plus. Alors, comme il n'y a pas de base juridique dans les traités, en plus, l'union bancaire n'est pas réservée aux banques de la zone euro. Alors, n'importe qui peut y adhérer, ce qui fait qu'il y a des discussions actuellement entre le Parlement européen et la BCE sur les mécanismes de nomination, parce que les Anglais pourraient prétendre à avoir un poste, ou même le poste de président de la supervision de l'union bancaire, parce que c'est ouvert à tous. Enfin, ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionnera parce que c'est un affichage politique, mais en réalité, c'est bancal sur le plan juridique. Si ça marche, tout le monde viendra et ça ne sera plus un instrument de l'euro. Et si ça ne marche pas, ça ne sera pas très grave. Parce que, bon, Alors, le second étage est beaucoup plus important. C'est le début des mécanismes de solidarité financière. Alors, ça veut dire que si une banque fait faillite, c'est un étage européen qui vient à son secours. Ça, c'est fait pour ce qu'on appelle déconnecter les risques des États des risques des banques. Parce que, comme l'a dit Jean-Luc, par exemple, en Irlande, l'État a été mis en difficulté par ses banques, et dans les autres pays aussi. Alors, et les banques sont elles-mêmes mises en difficulté par les dégradations des États, parce qu'elles sont soumises, elles sont investisseurs dans les titres des États, et elles sont quand même soumises à l'appréciation des États où ils sont. Alors ça provoque un lien qui peut être très pervers et catastrophique, on l'a vu dans quelques pays. Alors l'idée, c'est de rompre ça, et l'idée des fédéralistes français, c'est de dire que, en réalité, la solidarité financière sur les banques est beaucoup plus violente que la solidarité budgétaire, c'est beaucoup plus efficace. Alors c'est vrai que la solidarité budgétaire, c'est quelques points de PIB ou quelques dixièmes de PIB qui sont transférés d'année en année. Pour les banques, s'il faut secourir une banque, c'est 5% du PIB qui est transféré en un week-end. Enfin, c'est pas de la gestion courante, c'est très violent. Alors, j'ai entendu Jean-Claude Trichet, par exemple, soutenir l'union bancaire, c'est comme substitut plus efficace que la solidarité budgétaire. Alors, ça, c'est une thèse qui se défend, mais naturellement, les Allemands n'en veulent pas, parce que les Allemands se disent on se fait à nouveau bananer comme ça. Alors, les Allemands demandent à nouveau que l'appel à la solidarité bancaire soit conditionnel à l'appel au MES, qui est lui-même conditionné au pacte budgétaire. Alors, tout ça, en réalité, ça aboutit au même goulot des tremblements, qui est le pacte budgétaire que la France a signé valeureusement il y a un peu plus d'un an. Tout ça, ça conduit quand même à considérer qu'il y a des avancées sur le plan institutionnel, mais les avancées, la substance des avancées reste quand même très potentielle et pas du tout concrète. Alors, ce qui fait que, in fine, on n'échappera pas, même si ça fonctionnait, ça diminuerait les tensions financières, mais ça n'a aucun impact sur les facteurs fondamentaux que j'ai évoqués en introduction de divergence des économies. Enfin, c'est pas parce que on comble un déficit qu'on va se dispenser d'en créer un autre. Enfin, il y a on reste dans le curatif. On n'apporte pas
les corrections nécessaires des économies. Alors pour les aborder, il faut absolument retrouver de la flexibilité dans les politiques économiques, en particulier dans la politique monétaire. Alors, comme le disait Philippe, ça peut passer par différentes formes. Je ne vais pas ici discuter des différentes options. Il y a la monnaie commune extérieure qu'on a défendue depuis 20 ans, avec des monnaies nationales qui ne seraient pas, qui seraient à vocation purement intérieure et qui pourraient être dévaluées par rapport à l'euro. Ça crée de la flexibilité dans les économies nationales, tout en maintenant un instrument monétaire européen. Mais il y a aussi des idées sur l'euro du Nord et du Sud qui en réalité diminuerait les tensions, parce que les tensions maximum sont entre le Nord et le Sud, mais on se retrouverait quand même avec des tensions identiques dans les deux zones, enfin, qui seraient condamnées à exploser un peu plus tard, mais qui seront dans les mêmes dynamiques. Alors, il faut absolument introduire de la flexibilité monétaire dans les politiques monétaires. Alors, et l'étude qu'ont faite Philippe et Jacques Sapir montre très bien le choc que ça représenterait d'avoir un ajustement monétaire significatif. Alors, on dit que l'Allemagne serait perdante. En réalité, il y a un rééquilibrage de la zone euro. Enfin, je préfère représenter les choses comme ça, qu'on gagne et les autres perdent. On rééquilibre. Le but, c'est de rééquilibrer. Alors, c'est clair que les pays excédentaires seront moins excédentaires ou déficitaires que les pays déficitaires, ce sera l'inverse. Alors, moi, je partage pleinement les grandes lignes de l'étude. Simplement, j'ai une réserve sur la chronologie des conclusions. L'ampleur de... je suis complètement d'accord avec l'évaluation de l'ampleur du choc, enfin, les conséquences du choc d'ajustement. Qu'on dise que la production industrielle puisse augmenter de 20%, ça me paraît un ordre de grandeur tout à fait crédible. Mais ça va se passer, à mon avis, plus difficilement qu'envisagé là. Parce que il faut, lorsqu'on est dévalué, il faut remettre l'appareil de production en route. Alors, on se retrouve avec ce qu'on appelait autrefois la courbe en J, c'est-à-dire que les prix des importations augmentent tout de suite, et les exportations, il faut relancer la production, ça demande du temps, et du coup, on se retrouve avec une période de court terme. Mais c'est quand même douloureux et ça donne des arguments à ceux qui sont opposés aux évaluations. Enfin, c'était déjà les débats des années 80, et même des années 70. On n'échappera pas quand même à une période de rigueur. Enfin, ça ne sera pas tout de suite l'Éden qu'on promet. Enfin, ça demandera quand même un effort une dévaluation et toujours accompagnée d'une politique de rigueur à court terme pour justement gérer cette période où on doit attendre la relance des exportations. Mais elle vient. Alors, ensuite, compte tenu de l'état de dégradation de l'appareil politique. Ce qui est étonnant, c'est que, en dépit avec la diminution du niveau de la production, on reste quand même à un niveau de taux d'utilisation des capacités productives à peu près décente. Enfin, on est très au-dessous de la moyenne, mais ça veut montrer que on a détruit. En réalité, on a détruit l'appareil de production. Enfin, il n'est plus là. Alors, il faut le reconstituer, il faut investir. Enfin, du coup, je suis sceptique
sur le résultat des 20% en 2 ans. Les 20%, j'y crois, mais en 2 ans, pas tellement. Oui, enfin, ça sera un peu plus long. Et ensuite, je suis là plus optimiste que la conclusion du titre pour après. Parce que là, les simulations montrent des retours à la moyenne, en quelque sorte. On a un choc pas favorable, et après, ça tombe un peu. Et on sait très bien qu'il y a une dynamique, ce qu'on appelle endogène. La croissance appelle la croissance. Et c'est très difficile de changer de rythme de croissance à la hausse. Lorsqu'on a une croissance faible, c'est très dur d'atteindre une croissance plus élevée. Mais lorsqu'on l'a, c'est assez facile, enfin c'est plus facile de la garder. Moi, je crois que même si l'effet d'une dévaluation termine toujours par s'essouffler, mais ça sera bien plus long. Enfin, ça sera un répit pour l'appareil de production française bien plus durable que les graphiques que vous avez vus là, à mon avis. Bon, les critiques ont été assez marginales, parce que sur le fond, ce qui compte, c'est de montrer qu'une flexibilité monétaire, ça donne de l'air. Enfin, je suis d'accord avec oui, ça donne de l'air et de la croissance, et ça permet la reconstitution de l'appareil de production français. Merci Dominique. J'ai encore une question tout de même. Il me semblait que tu étais dubitatif sur l'argument de Philippe concernant la conversion de la dette française. Est-ce que tu peux en dire un mot ? Non, oui. Enfin, je crois qu'il y a une confusion de chaque sur la dette française. Enfin, la dette, l'État français n'a plus émis en devise, en contrat étranger, depuis 1988. Il y a plus, la dette française est à 100% française aujourd'hui. Alors les 15%, ça me paraît être davantage l'endettement global des États plus entreprises. Alors là, on a effectivement des dettes en devises, mais les dettes en devises sont soit à destination d'investissement en devises, il n'y aura pas de problème, soit c'est ce qu'on appelle couvert, c'est-à-dire que les entreprises, EDF l'a fait massivement à un moment donné, l'ont fait en devise parce que les taux d'intérêt étaient plus intéressants, et après ça, il y a eu des opérations de change. L'entreprise fait une opération. Si l'entreprise fait de la dette en dollars, ils changent les dollars contre des euros tout de suite. Ils vendent les euros contre des dollars à terme pour rembourser la dette. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas de problème, quelle que soit la valeur de l'euro, de l'euro ou du franc. On est complètement immunisé. C'est un faux problème. Oui, donc tu es plus optimiste que Sapir. Oui, non, il n'y a pas de problème de conversion de dette. Alors, il y a un problème politique après. En droit, il n'y a pas de problème. Toute la dette, si on recrée le franc, toutes les dettes émises en francs, en euros en France, ce qui compte, j'ouvre une parenthèse, parce que la construction d'une euro n'est pas comprise. En réalité, chaque État a gardé sa monnaie. Tous les États ont pris comme monnaie l'euro. Mais c'est leur monnaie, ce n'est pas une monnaie désincarnée européenne. C'est la monnaie de la France, c'est l'euro. La monnaie de l'Espagne, c'est l'euro. Et la monnaie d'un pays se définit par son lieu de règlement. Les dettes françaises sont réglées à Paris. Et c'est la monnaie de Paris qui sera la monnaie de règlement. Si Paris change de monnaie, ça sera dans la monnaie de Paris. C'est comme ça que les Allemands ont dû, que les détenteurs de titres en marque ont dû admettre la conversion en euros, parce que juridiquement, ils n'avaient pas d'argument. Alors l'euro était supposé une monnaie plus faible que le marque. C'était,
je crois qu'ils avaient raison. Pour eux, c'était pas un cadeau. Hein. Ils auraient pu s'y opposer. Ils auraient pu s'y opposer, tenter de s'y opposer, mais ils n'avaient pas d'argument juridique, parce que juridiquement, c'est le lieu de règlement qui fait la monnaie. Alors, ce qu'on a mis en commun, ce qui est effectivement unique, c'est la politique monétaire. Tous les pays ont délégué la politique monétaire à la Banque centrale. Mais ça reste Alors, si on veut, à la fin, si pour des raisons politiques ou de relations financières, on veut ménager certains créanciers, on peut proposer effectivement une indexation. On va rembourser en francs naturellement, mais on peut proposer, comme Giscard avait fait un emprunt indexé sur l'or, on peut proposer une indexation sur un euro étranger. Alors, ce sera probablement l'euro de Francfort. Du fait, alors si on fait ça, il faut proposer. On est contraint juridiquement par la solidarité des créanciers. On ne peut pas traiter les créanciers non résidents différemment que les créanciers résidents. Ça, c'est une atteinte à l'égalité. Alors, on peut proposer des options comme un remboursement en francs ou un remboursement indexé sur une autre monnaie avec une décote, ce qui se fait usuellement dans les restructurations de dette. Enfin, on peut proposer ça, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas d'euro qui existe en dehors des territoires nationaux. Merci Dominique. Jean-Luc, puis Philippe. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je vais réagir sur cette question de la dette. La question importante, ce sont les nouveaux emprunts. Quand vous avez un déficit public global de l'ordre de 100 milliards d'euros, peut-être plus, peut-être moins, mais il faut émettre de la dette nouvelle. Bon, comment faire? Alors, on peut créer de la monnaie, bien sûr. Moi, je suis partisan d'une création monétaire importante à hauteur de 50 milliards d'euros. Mais même dans ce cas, on aura encore 50 milliards d'euros de dette à émettre. Qui va souscrire? C'est la question. Bon. Pour l'instant, ce sont les primary dealers, c'est-à-dire les banques sélectionnées pour accueillir cette dette. Et évidemment, ces primary dealers tiennent l'État à la gorge. Hein. Ils disent, bon, pour l'instant, on maintient le crédit de l'État français. Demain, on peut détruire son crédit. Et les banques, vous savez, c'est un système complexe, mais solidaire. Et vous avez des grands acteurs qui sont de grands requins comme Goldman Sachs et consorts qui peuvent détruire notre crédit. Donc, le problème, c'est bien sûr de permettre très vite que l'épargne des particuliers puisse s'investir dans la dette publique pour tout ce qui est à émettre. Bon, c'est ça la question centrale. Mais ça veut dire qu'on rompt avec un système qui s'est mis en place il y a 30 ans, en 83. Alors, il faut le faire, ça, il faut l'annoncer. Bon. Deuxième point, concernant l'affaire de la dévaluation. Moi, j'insiste sur un point essentiel. Vous êtes chef d'entreprise. Les chefs d'entreprise dignes de ce nom, ils ont toujours de nouveaux procédés de production, de nouveaux produits, une nouvelle organisation commerciale. Bon, ils sont toujours dans la nouveauté, l'innovation virtuelle ou réelle. Bon. Alors, le problème, c'est que si vous avez une monnaie qui est à 1,35 $, vous n'allez que très peu investir, ou sur ce qui vous paraît le plus sûr. Bon, vous n'allez pas prendre de gros risques avec des innovations importantes. Vous êtes forcément restrictif. Hein. Et en tout cas, pour les nouvelles capacités de production, Yves Le Henaf l'a dit tout à l'heure, c'est un gros risque, la nouvelle capacité de production. La modernisation, c'est un moindre risque. Donc là, la dévaluation est décisive, parce qu'elle élargit les perspectives. Hein. Elle permet de dire aux entreprises, avec une monnaie même de 15% inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui, vous avez de bonnes chances de rentrer dans vos fonds à la suite de l'investissement que vous allez décider. Donc c'est pour ça que, pour moi, la dévaluation, l'essentiel, c'est de permettre à l'investissement de se dégeler. Voilà. Troisième point, c'est qu'on ne parle pas des politiques publiques. On parle de la monnaie, de la politique monétaire, de la politique financière, de la supervision des banques. Mais quand on regarde les politiques publiques françaises, on se dit Chirac, Sarkozy, Hollande, même combat. Le graphique extraordinaire que Philippe Murer
a proposé, c'est-à-dire la montée de la consommation française, qui veut dire simplement qu'il n'y a jamais eu d'austérité en France. Hein. C'est aussi simple que ça. Bon, les critiques de l'austérité française sont à côté de la plaque. Nous sommes le pays d'Europe qui a pratiqué, disons, la politique sociale la plus généreuse. Bon. Donc, les gouvernements de droite et de gauche protègent la dépense sociale et se refusent à regarder celles des catégories de dépenses qui pourraient être les moins productives ou les moins utiles. Bon, il faut regarder. Bon. Deuxièmement, ils sacrifient quoi? La dépense régalienne. L'armée, la police, la diplomatie, on ferme des consulats sans arrêt. Bon. Non, mais c'est à la marge, arrêtez. Non, mais le budget social de la France augmente d'année en année. Hein. Bon, et oui, tout confondu, toutes catégories confondues. Non. Alors, donc le problème est là, de savoir si on peut changer. Alors, quant à la troisième catégorie d'investissement, c'est l'économie. On a renoncé à l'investissement économique. On ne fera pas les lignes à grande vitesse dont les tronçons qui manquent. Bon. On ne fera pas il faudrait entretenir mieux qu'il ne l'est le réseau ferroviaire. Certains accidents l'ont montré. Il faudrait voir si le parc nucléaire est vraiment sécurisé. Il y a énormément de choses à faire. Et il faudrait lancer un grand plan dans le domaine de la transition énergétique. Bon. Alors, il faut voir, je pense, moi, qu'il faut d'abord regarder de près la dépense sociale. Deuxièmement, cesser de sacrifier l'État régalien. On peut liquider l'État historique. Hein. Et troisièmement, et s'en remettre à l'Europe et surtout aux États-Unis de nous représenter dans l'espace mondial. Et le troisième point, c'est d'essayer de définir des catégories d'investissement économique pour propulser le système, et pas seulement avec le secours de la dévaluation. Merci. Philippe, le mot de la fin? Merci Jean-Luc. Moi, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire, c'est que la croissance zéro, à l'heure actuelle, ça ne marche pas en économie de marché. Pour quelle raison? Vous faites des gains de productivité. Si vous avez une croissance zéro, vous détruisez 1,5% d'emplois chaque année. Et donc, vous allez me dire, ça peut tenir? Oui, on peut détruire 1,5% et mettre 1,5% des gens de plus au chômage chaque année. Mais c'est la fin, ça ne peut pas fonctionner. Donc soyons clairs, croissance zéro, ça veut dire on sort de l'économie de marché vers un autre système. Je ne sais pas lequel, parce que moi je ne suis pas bolchevique, donc c'est pas, voilà, je ne veux pas revenir au communisme, que la France aille au communisme, je ne sais pas vers quel, mais l'économie de marché, c'est la destruction de la société, à 0% de croissance. C'est pour ça qu'on a besoin de croissance. Sinon les gains de productivité, ils servent juste à détruire des emplois. Donc voilà. L'autre chose, c'est que l'euro a détruit la capacité industrielle. Mais moi j'ai envie de vous dire, en France, il y a de la vie, on a envie de vivre. Nos jeunes, je veux dire, il y a 60% de jeunes au chômage en Espagne. Moi, ça me fait franchement de la peine, des gens de 25 ans. Pareil en Grèce, ils ont envie de vivre et de travailler. Si on leur fait la dévaluation, s'ils peuvent construire des Peugeot 25% moins cher que les Volkswagen, vous croyez qu'ils ne vont pas y aller? Vous croyez que vous, les parents, vous n'allez pas leur mettre un coup de pied au cul pour leur dire d'aller bosser à l'usine s'ils n'ont pas de boulot? Je ne sais pas. On a envie de vivre. Et la dévaluation, elle permettra de vivre et aux gens de le faire. Troisième chose, les Français ne sont pas des crétins et des nuls. La productivité en France est supérieure à celle de l'Allemagne. La productivité des salariés, elle augmente plus vite que celle de l'Allemagne. Le problème qu'on a, c'est que les Allemands, ils ont dit 0% de hausse des salaires. Alors que les Français, on leur a donné des hausses de salaire. Pas géniales, parce que vous les savez, vous, dans les hausses de salaire qu'il y a eu dans l'industrie. Elles ne sont pas géniales. On leur en a donné un peu, une partie des gains de productivité. Le problème n'est pas la politique de la France, maintenant. C'est la politique de l'Allemagne. 0% de hausse des salaires. On fait partout pareil en Europe. Toute l'Europe est en récession. Vous comprenez? Donc, je veux dire, il faut ménager nos partenaires allemands, mais il faut leur dire très clairement les choses. Et je peux vous dire, on a discuté avec des économistes allemands, quand vous leur dites très clairement les choses, ils comprennent. Par contre, si vous êtes trop gentil avec eux, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. La troisième chose, que peut faire la France si l'Allemagne est perdante? Si l'Allemagne est perdante, la France se dit, nous, on préfère un SME, donc bis, un nouveau SME, où la France dévalue de 25%, elle peut redévaluer de 1 ou 2% par an, de 1% par an, éventuellement, s'il y a des écarts d'inflation de salaire. Donc on peut faire ce système qui marche, parce que le système actuel, c'est une cochonnerie qui ne marche pas, c'est-à-dire qui détruit l'économie. On peut faire ça. Donc, mais si les Allemands ne veulent pas, eh ben on peut très bien dire on sort de l'euro tout seul. Je veux dire, le général de Gaulle, quand on lui a demandé des choses, moi je ne suis pas un gaulliste, mais quand on lui a dit, on lui a voulu imposer des choses incroyables, il a fait la politique de la chaise vide, il a dit non, maintenant moi j'accepte pas. Dire en quoi la France a le droit. En plus, moi j'entends beaucoup d'économistes italiens, espagnols, grecs qui disent on a besoin de la voix de la France. Derrière la France, il y a toute l'Europe du Sud qu'on peut porter. Voilà, donc, alors l'autre chose, peut-être que... Merci beaucoup.
Peut-être que Julien a raison sur le fait que... Alors, le multiplicateur budgétaire, c'est quoi? C'est que quand on détruisait, ou quand on crée, mais quand le FMI a dit, quand on détruira 1% de dépenses publiques, on détruira que 0,5% de croissance dans l'Europe du Sud. Donc faisons ces magnifiques plans d'austérité qui ont amené une catastrophe. En fait, c'est pas du tout ce qu'on a observé. Donc on a vu, quand on détruisait 1% de coût budgétaire, on avait 1,4% de destruction de la croissance. D'où, en fait, des déficits sans fin qui restent au même niveau. Ça ne marchait pas. C'est Olivier Blanchard qui l'a reconnu. Alors, nous, ce qu'on suppose, c'est que le multiplicateur budgétaire, il est le même dans l'autre sens. On a 1% de croissance. On arrête de détruire, d'ailleurs, la coupe budgétaire, et on a un rebond. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. Pourquoi il y a une pause en Europe, que la récession, on arrête de s'enfoncer? Tout simplement parce qu'on a arrêté de demander de détruire au niveau des coûts budgétaires en Espagne, en Italie, en France. Il y a eu une pause qui a été proposée par la Commission européenne. Et on le voit, ça repart un tout petit peu. Ça repartira très très peu. Franchement, je ne suis pas du tout positif que ça reparte fort. C'est pas possible. Et de toute façon, on arrive aux fins du cycle mondial. Mais ça repart. Donc moi, j'ai l'impression que ça pourrait le faire. Par contre, je ne détiens pas la vérité dessus. Est-ce que c'est 1,1 plutôt ou 1,2 plutôt que 1,4? Je ne sais pas, hein, franchement. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Merci Philippe, merci à vous tous. Je vous propose qu'on clôture cette table ronde. Je rappelle les publications de nos invités. Jean-Luc Gréau, La Grande Récession, disponible à la librairie. Les scénarios de dissolution de l'euro, Murer-Sapir, disponible à côté. Et puis notre camarade Bruno Moschetto, Tout savoir ou presque sur la face cachée de l'euro, également disponible dans la librairie. Je vous invite à acheter et à lire quand vous aurez un petit peu de temps.